Double séisme au Venezuela, au moins 200 morts et plus d'1 millier de blessés. Dentro del edificio que se desplomó está mi cuñada y mis dos sobrinos. Seguimos aquí esperando que salgan con vida. L'aide internationale s'organise alors que le bilan risque de s'alourdir. Aussi ce soir, drame à Côte-des-Neiges, mobilisation contre le mouvement Incel. Il ne faut pas justement rester dans le silence parce que c'est une façon de répondre à cette intention voulant d'assigner les femmes à leur place. Et Montréal vibre au rythme du jazz. Début du Festival international de jazz de Montréal. Il est 22h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Le Venezuela est toujours en alerte ce soir après les 2 séismes dévastateurs d'il y a 24 heures. L'un d'eux est le pire tremblement de terre que le pays ait connu en 125 ans. Les images sont troublantes, la destruction est partout. Plusieurs centaines se seraient effondrées, plusieurs centaines d'immeubles, oui, imaginez. Le bilan des victimes s'annonce dévastateur. Pour l'instant, on parle de plus de 200 morts et 1500 blessés. Mais il y a des dirigeants du pays qui évoquent en réalité un bilan final qui pourrait s'établir entre 1000 et 10 000 morts. J'en ai parlé plus tôt avec le professeur Ricardo Peñafiel, expert en Amérique latine et qui connaît bien le Venezuela. Monsieur Peñafiel, bonsoir. Bonsoir. Le Venezuela, c'est un pays qui fait face à beaucoup de défis déjà. C'est un pays que vous connaissez très bien. C'est dramatique d'un point de vue humain ce qui s'est passé dans les dernières heures, là. Oui, c'est-à-dire que c'est toujours dramatique, un tremblement de terre. Ici, c'est un double, donc un double séisme, ce qui a fait qu'il y ait énormément de dommages aux infrastructures. Et donc, ben voilà, c'est... Ouais. Toutes mes pensées vont à mes amis vénézuéliens qui sont pris là-bas. Évidemment aussi, il y a eu énormément de mobilisation, les gens qui vont chercher les personnes sous les décombres, et aussi une grande solidarité des pays latino-américains, notamment le Mexique, qui a une grande expérience dans ce type de séisme. Même une équipe d'élite qui s'appelle Los Topos, donc les taupes. Il y a de l'aide étrangère qui est mobilisée. Mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'avec l'invasion américaine du début d'année, les changements politiques, est-ce que le pays est en mesure vraiment d'affronter avec son gouvernement ce qui se passe actuellement? C'est-à-dire que... Actuellement, on pourrait dire que le Venezuela est sous tutelle. Hier, par hasard, c'était hier, juste avant le séisme, on annonçait, les États-Unis annonçaient un plan de 3 phases. Donc, la première, c'est stabilisation, la seconde, c'est récupération, et l'autre, c'est la transition. Donc, il n'y aura pas d'élection avant 18 mois, selon ce plan-là. Et en fait, ce plan en 3 phases pour la récupération économique et de l'infrastructure, il est entièrement financé par le pétrole vénézuélien, duquel se sont appropriés les États-Unis après, justement, c'était un deal comme aime les faire Trump. Donc, il y avait déjà beaucoup de questions politiques, mais là, c'est même un test de légitimité pour la présidente par intérim, là, Delcy Rodriguez, on pourrait dire. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait encore plus peur, c'est pour ça que je vous dis, par hasard, c'était hier que ce programme-là en 3 phases était annoncé. Et c'était vraiment ce qui avait déjà été annoncé, mais maintenant, c'est très concret et assumé par Delcy Rodriguez, donc la présidence par intérim. Et donc, ce qui, moi, me fait peur, c'est que les États-Unis vont utiliser le pétrole vénézuélien l'argent du pétrole vénézuélien pour renforcer encore leur tutelle là-dessus. Et donc, je parlais d'aide tout à l'heure de l'ensemble des pays, mais il y a aussi les États-Unis qui ont promis une aide forte, rapide et efficace. Évidemment, donc, ça rentre directement dans leur plan. Mais absolument. voilà, ce qui me fait peur, c'est de renforcer la mise sous tutelle du Venezuela
du fait de cette crise-là par les États-Unis. Donc, double crise et double séisme. Donc, c'est une situation vraiment catastrophique pour le Venezuela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir éclairé un peu sur la situation sur le terrain, mais politique également dans tout ça. Bonne soirée. Merci beaucoup pour la chance de vous parler. Bonne soirée. De retour à Montréal maintenant, c'est toujours l'onde de choc après la fusillade qui a fait 3 morts lundi. Le tireur a laissé un manifeste dans lequel il prône l'idéologie incel, un courant masculiniste. Et maintenant, il y a des militants qui demandent au gouvernement d'en faire plus pour protéger les femmes. Ils ont d'ailleurs tenu une manifestation en début de soirée. Lily Mercure y était. Des dizaines de personnes ont participé à la manifestation contre l'idéologie incel quelques jours après cette fusillade qui a fait 3 morts dans Côte-des-Neiges. On était à la place du 6 décembre 89. C'est pas un hasard. Cet endroit, c'est pour commémorer les 14 victimes de Polytechnique. Le tueur de la fusillade de lundi a laissé un manifeste qui ciblait les femmes et où on dénotait une idéologie incel. D'ailleurs, l'organisatrice de la manifestation disait avoir reçu des centaines de commentaires haineux, ce qui explique la large présence des policiers sur place. Casser l'isolation, bâtir des communautés saines où est-ce que tout le monde puisse exister en toute quiétude et aussi s'assurer justement d'avoir des ressources en déradicalisation, de s'assurer que les hommes qui tombent dans des discours haineux, qui est assez fréquent, puis c'est tellement facile de nos jours avec des phénomènes tels que les Active Clubs, de s'assurer qu'on a de l'accompagnement pour ces hommes-ci. La manifestation a eu beaucoup de backlash en ligne, surtout sur Facebook. Genre des femmes avocates, des femmes professeurs, des femmes de toutes sortes de domaines qui me disent elles ont peur de venir et de se faire attaquer. La manifestation pour effet de signifier que malgré cette peur, on ne cède pas. C'est-à-dire, ça fait partie des discours féministes que de dire il ne faut pas céder, il ne faut pas justement rester dans le silence parce que c'est une façon de répondre aussi à cette intention voulant d'assigner les femmes à leur place, hein? Assigner les femmes à un espace domestique, assigner les femmes à des rôles. À l'endroit où est survenu le drame, tout près de l'autoroute des Caries, il y a des citoyens qui ont commencé à ériger un mémorial en amenant des fleurs en l'honneur du policier qui a été tué. Comment se portent les citoyens de Côte-des-Neiges? Bien, écoutez, vous savez, ce que les citoyens de Côte-des-Neiges ont vécu dans ces derniers jours, c'est vraiment un traumatisme très grand. Tout le monde l'a vécu, que ce soit à Montréal, au Québec, au Canada, partout dans le monde, mais les résidents de Côte-des-Neiges, eux, l'ont vécu dans leur quotidien. Leurs enfants étaient confinés à l'école, le quartier en entier était vraiment sous le choc. Donc, c'est vraiment une circonstance dont on se relève pas facilement. Ça prend du temps et chacun le fait à son rythme. Donc, certaines personnes ont déjà pu reprendre un peu plus leur vie quotidienne et pour d'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps de se défaire un peu de cette angoisse, de cette inquiétude et de ce grand traumatisme qu'ils ont vécu. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Bon, et justement, alors que Mark Carney présentait son bilan de fin de session parlementaire aujourd'hui à Ottawa, il a été questionné sur l'interdiction de la SKS. Ça, c'est une arme de style militaire qui est légale et c'est ce modèle qui aurait été utilisé par le tireur durant cette fusillade de Côte-des-Neiges. M. Carney qui a annoncé vouloir s'en remettre à l'expertise de la Gendarmerie royale du Canada sur cette question-là. Rappelons que Justin Trudeau avait déjà tenté de l'interdire en 2023, mais il avait dû reculer en raison de la grogne populaire. We are in the process of moving towards an expert-led system, specifically by the RCMP. We would have to introduce legislation for that to make those determinations, to make and to provide the full resources and the direct determinations so that they are made clearly, consistently. À Québec maintenant, la CAQ qui a présenté 2 nouvelles candidates en vue des prochaines élections. Valérie Doyon et Fatou Diop vont se présenter respectivement dans Terrebonne et Les Plaines. C'est Christine Fréchette qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Que diriez-vous de vous retrouver avec 90 nouveaux voisins? Il y a un regroupement de citoyens de Saint-Hyacinthe qui s'oppose à la construction d'un immeuble à logement dans leur secteur. Ça, c'est le résultat de la densification qui a des aspects positifs, mais aussi négatifs, comme a pu le constater Sabrina Rivet. On veut construire à côté de chez moi. Oui. J'aimerais ça qu'on aille sur votre terrain. Ah, il n'y a pas de problème. Il va y avoir là, maintenant un immeuble de 4 étages directement à côté de chez vous. Oui. Et derrière, là, oui. 8 étages.
Donc, on passe de 1 voisin à 90 Oui, en l'espace de 2 ans. Oui, c'est ça. Le projet, c'est celui du groupe Marcil. Le promoteur prévoit la construction de 90 unités de logement à l'intersection du boulevard Laframboise et de la rue Gauthier, à un jet de pierre de l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Et ça ne passe pas pour les résidents du quartier résidentiel tout près. Ce qu'on veut prioritairement, c'est vraiment de conserver la nature de nos quartiers. Présentement, pourquoi on s'est opposé vraiment au projet du 2800 à la Framboise? C'est vraiment à cause de l'impact que ça va avoir sur tout le quartier. C'est comme un précédent. Le projet, là, le 8 étages, là, il va être là. Parce qu'imaginez, ça, c'est un étage et demi environ. Oui. Là, il va en avoir 8 étages de haut, avec des balcons. Ben, l'impact majeur de mon côté à moi, personnellement, là, en tant que propriétaire, évidemment, c'est l'intimité. Deuxièmement, sur la valeur de ma maison. Parce que quelqu'un m'a mentionné qui est agent d'immeuble que ça peut avoir une incidence de 10 à 15 et peut-être plus. Parce qu'évidemment, l'acheteur, quand il va arriver en arrière, évidemment, c'est visible. C'est une pollution en termes de bruit. Parce que c'est certain que le bruit va augmenter, ça, à coup sûr. Alors, c'est des éléments, je veux dire, qu'on ne peut pas négliger, c'est certain. Une femme qui habite dans le même secteur est solidaire de ses voisins. Elle qui habite depuis des décennies derrière un immeuble à logement. Qu'est-ce que vous pourriez leur suggérer aux promoteurs? Je dirais, est-ce que vous aimeriez ça? Venir habiter ici où je suis. Le regroupement citoyen n'est pas contre la densification, mais souhaite qu'elle soit réalisée en respectant les habitations et les milieux de vie autour. Pour la ville de Saint-Hyacinthe, la construction de logements doit répondre à certains critères. Puis la densification, on essaie de la planifier dans les axes où on a du transport en commun, près des institutions, près des centres commerciaux, près des commerces, parce que c'est à ces endroits-là qu'il faut densifier tant qu'à moi. Est-ce que la maison va être encore accessible? Est-ce qu'il y en aura encore beaucoup dans 10 ans, dans 20 ans? C'est sûr qu'il va toujours rester quand même la majorité là, de ce qui existe déjà. C'est sûr que, par contre, au niveau de la construction neuve, il faut s'attendre à peut-être des plans qui vont être beaucoup plus denses. Donc, on pourrait penser à soit de la maison jumelée, justement, ou avec des petits blocs autour. Maintenant, une consultation citoyenne a eu lieu concernant les grands projets urbains de la ville de Saint-Hyacinthe à la fin du mois de mai. Le promoteur a souligné que cette rencontre a permis d'aborder plusieurs enjeux importants pour le secteur et de poursuivre les échanges entourant l'intégration du projet dans son environnement. Ça se pourrait que quelqu'un puisse me demander une tasse de sucre parce qu'il y en manque. De sa fenêtre à la sa vôtre? fenêtre à la mienne. Tout à fait. OK. À Saint-Hyacinthe, Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Dans la dernière année, ils ont augmenté le loyer de 6,5 %. Fait que je trouve que Montréal, c'est quand même intense. Un nouveau rapport vient de sortir sur les villes les plus abordables pour 2026. On t'allait demander aux gens s'ils savent c'est où le moins cher. Je dirais, moi, je connais le Vieux-Hall, puis je trouve que c'est abordable. Québec. C'est des villes comme Chicoutimi, des choses comme ça. J'en ai aucune idée. Je vis ici, là, mais je dirais qu'à Montréal, il faut que ça change. Cette année, à Montréal, le prix moyen pour un 3,5 s'élève jusqu'à 1 530 $. Mais pour à Trois-Rivières, pour exactement la même chose, un 3,5, le prix moyen du loyer par mois s'élève à 980 $. Moi, je suis étudiante, puis j'habite dans un studio, puis mon loyer me coûte 1189. 155. Pour un genre de petit loft qu'ils appellent. Là. Ben, les propriétaires, la hausse des logements. 48 % des gens interrogés dans le Grand Montréal envisageraient de s'installer dans l'une des 15 villes les plus abordables au Canada si elles parvenaient à trouver un emploi ou à travailler à distance. Puis est-ce que tu serais ouvert à aller justement à Trois-Rivières ou à Sherbrooke pour payer moins cher, justement que ce soit plus abordable si tu avais une job où tu pouvais travailler à distance? Non, simplement parce que je valorise beaucoup comme être près de ma famille puis mes amis. Fait que pour moi, ultimement, ça va être Gatineau, Ottawa. Beaucoup la ville de Montréal, j'aime beaucoup l'ambiance, fait que non, je déménagerai pas. Selon le rapport, 77 % de la génération Z sont plus enclins à envisager l'achat d'une résidence principale à l'extérieur de leur ville de résidence actuelle. Et toi, serais-tu ouvert à déménager dans une ville plus abordable pour un loyer plus bas? C'est un départ pour la 46e édition du Festival international de jazz de Montréal. Entrevue au retour avec le grand Manitou de la programmation. Soyez là. Et c'est un début pour le Festival international de jazz de Montréal. On va en parler avec son directeur de la programmation, Morin Oxemery. Bonsoir, M. Oxemery. Bonsoir. Comment est-ce que vous avez construit la programmation de cette année? C'est quoi le fil conducteur des artistes qu'on va entendre?
Alors, le fil conducteur pour cette année, c'est sûr qu'on voulait célébrer le 100e anniversaire de naissance de Miles Davis et de John Coltrane, qui sont deux monstres sacrés de la musique jazz et même de la musique tout court, je dirais. Donc il y a beaucoup de clins d'œil dans la programmation avec des artistes locaux puis des artistes internationaux comme Marcus Miller, qui est le dernier directeur musical de Miles Davis à avoir joué avec lui. On le voit là tout de suite. Voilà, donc beaucoup de concerts autour d'eux. Ça fait partie des fils conducteurs importants. On a aussi tenté de mettre la scène locale de l'avant. Et on aura sur la grande scène à la fois les Bar Brothers, Pat Watson et le phénomène de l'heure qui s'appelle Angine de poitrine. Mais oui, je vais en parler d'Angine de poitrine. Là, ça va être un grand moment le samedi soir. Là, on attend des dizaines de milliers de personnes assurément. Donc, comment vous pouvez nous présenter ce spectacle-là que vous avez préparé? Souvent, il y a un artiste qui est plus gros que le festival, puis cette année, c'est définitivement Angine de poitrine. Ce qui est fun avec ça, c'est que c'est un groupe local, c'est un groupe qui vient du Lac-Saint-Jean. On aime représenter les artistes d'ici au Festival de Jazz. Ça va être une énorme soirée. Je ne sais pas trop ce qui nous prépare. On a vu que Youpi et Metal se sont mis en mode angine de poitrine dans les derniers jours déjà. Je pense que la ville va virer, voilà, effectivement, la ville va virer angine de poitrine le temps d'une soirée. On en parle beaucoup en entrevue, dans la rue. C'est l'année angine de poitrine, définitivement. Absolument. Il y a un questionnement par contre sur la présence de Lionel Richie qui a eu un malaise dans les dernières heures. Ça, c'est un gros morceau de votre programmation cette année. Est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus? Je n'ai pas de nouveau à vous donner sur l'ANL, mais évidemment, on tiendra informer tous les détenteurs de billets. C'est à la fin du festival. Il nous reste une bonne dizaine de jours avant ce concert-là, donc on va croiser les doigts. Rapidement, en terminant, là, quelques coups de cœur qu'on devrait découvrir dans les prochains jours? Alors, les gros coups de cœur de la programmation, il y a quelques légendes à découvrir comme Simandé qui vont jouer sur la scène principale, Cocoroco demain soir qui est le groupe qu'on aime particulièrement. C'est un mélange d'afrobeats et de jazz. Il y a des voix aussi sur lesquelles on doit poser les oreilles, comme celle d'Anastasia notamment. Bref, il y en a tous les soirs. On encourage le public à débarquer sur le festival, absolument, sur le site et découvrir tous ces artistes. Donc, on vous en souhaite un excellent, bon festival de jazz. À bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Et on reste sur la scène culturelle en vous parlant du Théâtre de la Roulotte. C'est le plus vieux théâtre jeunesse de la province. Depuis plus de 70 ans, la troupe présente des spectacles gratuits pour les enfants tout l'été dans les parcs de la métropole. Et cette année, on a droit à une toute nouvelle création, comme nous le rapporte Marika Simard. À compter de ce soir, le Théâtre de la Roulotte reprend du service, avec au total 49 représentations dans 36 parcs des 19 arrondissements de Montréal. D'abord, la pièce de cet été, c'est une adaptation libre d'un film, un film muet de 1915, wow, donc c'est pas d'hier, qui a le même titre, Philibus, le mystérieux pirate du ciel. On trouvait qu'il y avait là-dedans la racine d'une histoire très intéressante pour la roulotte. Il y avait toutes sortes d'ingrédients qui fonctionnent bien à la roulotte. Le mystère, l'action, des grands thèmes de société. On arrive dans le parc, il y a cette immense roulotte rouge avec des nuages. D'ailleurs, on va même s'amuser à jouer à travers le public. On joue sur le toit, on joue autour, on s'en va chercher le public aussi. Il y a vraiment quelque chose de participatif. Ben oui. Le public fait partie de l'œuvre, fait partie du spectacle, puis c'est ça la beauté du Théâtre La Roulotte. Est-ce qu'il y a place à improvisation à travers votre scénario, c'est-à-dire que les acteurs seront possiblement amenés à s'adapter à ce qui se passe autour d'eux, au public aussi, même aux réactions du public? C'est une écriture qu'on essaie d'être poreux, c'est-à-dire de laisser des espaces, mais il y a des places aussi où on est en réaction, en interaction avec le public, puis à ce moment-là, c'est un peu une carte blanche, c'est-à-dire que tout peut arriver. C'est le fun parce qu'il y a un côté de tremplin professionnel au mandat de la roulotte. C'est toujours le premier contrat de finissant de 2 écoles de Montréal, le Conservatoire d'art dramatique et l'École nationale de théâtre. On dit souvent que quand on a fait la roulotte,
on peut faire face à n'importe quoi. Au niveau de la représentation, là, c'est tellement extrême, il se passe tellement de choses. On fait face à la météo, à la chaleur extrême, à des publics complètement disparates, hétéroclites. Quand on écrit pour le théâtre jeunesse, c'est toujours un public qui est... c'est un public extraordinaire, mais qui est pas poli, qui est pas courtois. Puis il n'y a pas de filtre. Si c'est plate, tu le sais. Si c'est le fun, tu le sais. S'il y a un personnage qui se cache, les enfants vont hurler « Il est là, il est là! » Il faut adapter au public, il faut adapter à l'espace qui est le parc. Là, on a des tondeuses derrière nous. C'est un très bon exemple. Oui, non, il y a tellement de facteurs, tellement de contraintes, mais des belles contraintes, j'appelle. Puis c'est de jamais perdre de vue, en fait, le public. C'est de penser aussi à comment l'œuvre peut être perçue si, admettons, parce qu'il y a des représentations qui ont jusqu'à 1000 personnes dans le public. Parc Jarry, c'est ce qu'on a vu l'année dernière. Bien, j'ai envie de vous parler aussi un peu du mandat de démocratisation de l'art vivant, de l'accessibilité aussi à ce jeune public. Si vous êtes allé de l'avant avec cette démarche-là, c'est que ça vous tient à cœur en quelque sorte. On se dit souvent que cette pièce-là, pour certains, ça va être la seule pièce qu'ils vont voir chaque année. La roulotte, c'est vraiment un accès parce que c'est dans les parcs, parce qu'il y a l'aspect pique-nique familial pour tous. C'est gratuit, c'est partout, ça va dans tous les quartiers, ça s'adresse à tout le monde, sans exception. Surveillez le passage de la roulotte dans votre quartier puisque des représentations ont lieu jusqu'au 14 août. Dans un parc près de chez vous, à Montréal, Marie Cassimard pour Nouveau Info. Brendan Gallagher a été nommé citoyen d'honneur de Montréal. L'ailier droit des Canadiens a reçu aujourd'hui cette distinction des mains de la mairesse Soraya Martinez-Ferrada. Après 14 ans dans la métropole, le hockeyeur de 34 ans a annoncé qu'il allait quitter l'équipe après l'élimination du Canadien en série, mais il compte toutefois pas prendre sa retraite du hockey. It has given me friendships and relationships that are going to last a lifetime. It has given me the chance to connect with fans and become part of a community that means so much to me. But even more importantly than that, Montreal has given me my beautiful wife, Emma, our beautiful daughter, Everly, and a young baby very, very soon. Vous entendez la gagnante d'Eurovision. Et là, tenez-vous bien, le Canada va pouvoir participer à ce grand concours musical, même si on ne fait pas partie de l'Europe. CBC Radio-Canada est devenu membre de l'Union européenne de la radio-télévision hier. C'est une condition pour faire partie de l'Eurovision. La Société d'État promet de donner plus de détails sur ce projet très bientôt. On a déjà eu Céline Dion, Natacha Saint-Pierre comme participantes. Il faudra bientôt décider qui envoyer pour nous représenter. Charlotte Cardin, Claude Pelgag, Lou Adrienne Cassidy. En tout cas, on a beaucoup d'options. Sur ce, passez une très bonne nuit. On se retrouve demain à 17h.